Voyons maintenant les différents modes de validation d'une blockchain. Premièrement, nous avons vu donc le proof of work, la preuve de travail. C'est le mode de validation qu'utilise Bitcoin et le tout premier mode de validation de la toute première blockchain de l'histoire de l'humanité. On a vu donc que l'ordinateur, la machine à disposition du réseau, va effectuer un calcul complexe pour valider la légitimité d'un groupe de transactions, pour valider donc un bloc et recevoir des récompenses. Donc il valide des transactions et en échange il reçoit donc des récompenses. Donc ça c'est proof of work. Le deuxième mode de validation, le plus connu et le plus répandu, c'est donc ce qu'on appelle le proof of stake, la preuve d'enjeu. Ça permet de faire beaucoup plus de transactions à la seconde. On a donc la blockchain Cosmos et la blockchain Ethereum depuis peu, qui est donc passée du proof of work vers le proof of stake. Ça a été d'ailleurs un jour historique, tant beaucoup de gens pensaient que c'était très compliqué de passer du proof of work au proof of stake. Je suis obligé de donner une petite anecdote, c'est comme changer le moteur d'un avion en plein vol, c'est absolument exceptionnel. Donc je reviens sur le proof of stake. Proof of stake, un nœud contient une certaine quantité de crypto-monnaies, à savoir par exemple de l'Ethereum. Le minimum pour pouvoir constituer un nœud sur le réseau Ethereum aujourd'hui, c'est 32 Ethereum. Et donc, Ethereum, votre nœud Ethereum va valider les transactions, et si jamais il dit une bêtise, il s'engage à payer une amende qui peut aller, dans le cas d'Ethereum, jusqu'à 16 Ethereum. C'est ce qu'on appelle un slash. Mais à chaque fois votre nœud valide des transactions qui sont légitimes, alors il va recevoir de l'Ethereum en récompense. Le taux, parce que là du coup on parle d'un taux d'inflation, le taux de rendement sur l'Ethereum, on est à peu près, au moment où j'enregistre cette formation, on est à peu près à 4,5% par an. On peut faire ensuite ce qu'on appelle de la délégation, ça veut dire je n'ai pas 32 Ethereum, je n'ai par exemple qu'un seul Ethereum. Et j'aimerais bien malgré tout participer aux validations. Ok, pas de problème, il y a des gens qui ont créé des nœuds dans lesquels on peut se regrouper pour avoir la quantité nécessaire, donc 32 Ethereum minimum, mais en général ce genre de nœuds a des centaines de milliers d'Ethereum, voire même des millions d'Ethereum. Et ensuite on se partage les récompenses au prorata de notre participation au nœud Ethereum. Par exemple, si j'ai un Ethereum sur les 32 nécessaires, je vais avoir donc un 32e des récompenses qui seront lancées sur le nœud. Et par contre, s'il y a un slash, s'il y a une mauvaise validation qui est faite, ou alors si l'ordinateur rencontre des problèmes de connexion avec Internet ou toute autre chose, ça va être considéré comme malveillant et on va se prendre un slash qui peut aller, je le répète, jusqu'à 16 Ethereum. Donc quand on est sur un nœud qui a 1 million d'Ethereum, l'amende a très peu de chances d'être douloureuse à quelqu'un qui possède seulement un Ethereum, parce que ce sera au prorata. Et inversement, les récompenses seront vraiment infimes. Mais en termes de pourcentage, ce qu'il faut compter comme rendement sur un proof of stake, on est sur du 4,5%. Alors qu'on ne calcule pas du tout comme ça sur un proof of work. Sur un proof of work, on met des machines à disposition. Le Bitcoin ne sert absolument pas à valider les transactions. On met nos machines à disposition, les machines après deviennent obsolètes, il faut les changer, il faut les maintenir, etc., etc. Là, sur le proof of stake, on a simplement besoin d'avoir de l'Ethereum, on le confie à un nœud validateur et c'est parti. Après, si on veut effectuer son propre nœud avec son propre matériel, ça c'est autre chose et ça demande des connaissances avancées et d'experts en mining. Ok, donc proof of work, calcul compliqué, proof of stake, c'est la preuve d'enjeu. Donc le nœud détient un certain nombre de quantités en crypto-monnaie et se déclare légitime à valider les transactions avec cette quantité d'Ethereum. Pardon si je me répète, mais c'est vraiment important que vous intégrez cela. Donc, se déclare légitime avec la quantité d'Ethereum qu'elle contient et dit voilà, moi je valide cette transaction, moi je dis que cette transaction est valide, que Sina peut envoyer un Ethereum à Alice parce que je possède 32 Ethereum et si jamais je mens, je suis prêt à prendre une amende de 16 Ethereum.
Ok. Un Ethereum aujourd'hui, au moment où je parle, là on est à 2300 ou 2400 $. Donc imaginez, multiplié par 16, ça fait une assez grosse amende. Donc Proof of Work, Proof of Stake, sachez pour votre culture qu'il existe aussi d'autres modes de validation, mais qui sont beaucoup moins répandus, excepté pour Solana, où on est sur le Proof of History. Ensuite, on a le proof of space, donc c'est-à-dire je me déclare légitime à valider une transaction parce que j'ai tant d'espace disponible sur mon ordinateur. Voilà. Mais ces modes de validation sont moins répandus. Pour revenir sur le proof of history, en gros, c'est ne pas attendre qu'un bloc de transaction soit rempli pour être validé et passer au suivant, mais c'est avoir un temps imparti pour l'édition de chaque bloc. Ça veut dire, en gros, si le réseau est peu fréquenté, on ne va pas attendre qu'un bloc se remplisse pour passer au suivant, et donc pas ralentir et donc accélérer la vitesse des transactions. Donc c'est pour ça que longtemps Solana a eu la réputation d'être la blockchain la plus rapide des réseaux de crypto-monnaies, et c'était déclaré pendant longtemps comme un concurrent très sérieux à Ethereum, et selon certains, il l'est toujours. Mais à l'inverse d'Ethereum, Solana a connu au moins 3 pannes où le réseau était ce qu'on appelle down, hors service, donc pendant plusieurs heures. Et c'est arrivé au moins 3 fois. Mais bon, c'est comme ça, on est sur une technologie qui est jeune et qui continue à se parfaire avec le temps. Hein. La blockchain Bitcoin, elle a à peine 15 ans. Donc ça, on n'a pas conquis l'espace en très peu de temps. Il a fallu plusieurs essais. On n'a pas réussi à mettre un avion en vol du premier coup, etc., etc. Donc voilà, c'est une technologie qui est jeune, mais aujourd'hui les deux modes de validation les plus connus et les plus sûrs, donc Proof of Work, preuve de travail, et Proof of Stake, preuve d'enjeu. Alors, dans les preuves de validation, j'ai envie de parler de la pierre angulaire des performances blockchain. On a 3 aspects d'une blockchain. On a l'aspect donc décentralisé, l'aspect de rapidité. J'ai envie que quand j'envoie donc mes actifs, ils arrivent rapidement, ou quand j'en reçois, je veux qu'ils arrivent rapidement. Et l'aspect sécurité. Je ne veux pas que le réseau soit attaqué et perde mes fonds. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir ces 3 aspects en même temps. Je m'explique. Une blockchain ne peut pas avoir le niveau maximum de ces aspects sur une seule blockchain. Il va falloir mettre l'accent sur la décentralisation, mais à ce moment-là, ça va être un peu moins rapide, mais très sécurisé. On peut mettre l'accent sur la sécurité, et en général, ça va avec la décentralisation, mais ce sera peu rapide. Et après, on peut dire, je veux une blockchain très très rapide, mais ce sera très peu décentralisé, donc il y aura très peu de nœuds répartis. Et donc ce sera moins bien sécurisé. Donc c'est ce qu'on appelle la pierre angulaire des blockchains. Donc en général, la décentralisation et la sécurité, ça va avec un proof of work, POW. Le proof of work, c'est le moyen le plus sécurisé de faire fonctionner une blockchain. Okay, c'est plus sécurisé qu'un proof of stake. Et en général, le proof of stake est plus rapide en termes de transactions. Donc il faut toujours regarder, quand vous analysez un réseau de crypto-monnaies, quels sont les aspects, est-ce que ça fonctionne en proof of stake, proof of work ou autre chose, hein, et de voir dans quels aspects de cette pierre angulaire il excelle. Rapidité, décentralisation, sécurité. Donc on l'a vu, on peut être décentralisé et sécurisé en même temps, mais on ne peut pas être rapide en même temps. Ensuite, on peut être très rapide et décentralisé, mais il va falloir couper, rogner un petit peu sur la sécurité. Après, on peut être super sécurisé et rapide, mais ça ne sera pas super décentralisé. Donc, je vous rappelle, hein, décentralisation, ça va avec incensurable. Et donc, si c'est centralisé, c'est censurable. Donc, on peut avoir une blockchain qui est rapide et sécurisée, qui fonctionne par exemple avec une dizaine de nœuds. Mais par contre, si on veut censurer une adresse, c'est-à-dire en gros la mettre hors service pour une raison ou pour une autre, hein, légitime ou pas, eh ben, ce sera possible, parce qu'il y aura très peu de nœuds avec qui communiquer pour dire non mais là, cette adresse-là, je veux plus qu'elle fonctionne. Ou ce pays-là, je veux plus qu'il utilise la blockchain. Voilà. Donc à bien regarder cette pierre angulaire des blockchains qui est peu connue des investisseurs.